Quand le public est dans un état de choc, il est plus facile à manipuler. Connaissez-vous la stratégie du choc? Un exemple historique vous aidera à mieux comprendre. En 1933, Hitler organise l'incendie du Parlement allemand et il prétend que c'est un communiste qui l'a fait. Ensuite, il utilise cet événement choquant pour dissoudre le Parlement et prendre tous les pouvoirs. On connaît la suite. La stratégie du choc donc consiste à créer un événement choquant pour bien marquer les esprits et utiliser ces faits pour passer des lois qui ne passeraient pas en temps normal. Si on en croit donc notre théorie, c'est l'occasion rêvée pour marquer les esprits de la planète entière, mais bien entendu, il s'agit ici d'un simple exemple. Dans tous les cas, le passé nous montre clairement que la stratégie du choc fonctionne, mais nous sommes dans l'incapacité de prouver quoi que ce soit et nous attendons que la police fasse les investigations nécessaires pour prouver l'évidence. Faisons pareil avec les attentats du 11 septembre. Examinons les faits. Peu après les attaques, le Patriot Act se mettait en place, enlevant une majeure partie des libertés au peuple états-unien. Après l'intervention militaire en Afghanistan, le pays a augmenté considérablement sa production d'opium et les pipelines qui descendent le pétrole de Turkménistan jusqu'à la mer ont été mis sous contrôle de l'OTAN. Après l'intervention militaire en Irak, les forces de coalition ont pu mettre la main sur les très importantes réserves de pétrole de ce pays. Dans les deux cas, ces guerres ont généré une importante quantité de contrats de construction et de reconstruction récupérés par des boîtes occidentales comme entre autres Halliburton et devinez quoi? La famille Bush est étroitement liée avec cette entreprise. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé avec les événements de 11 septembre 2001 aux États-Unis, sauf que là, cette histoire a créé plus de 300 000 victimes. Et oui, on garde en tête seulement les victimes qui sont mortes le 11 septembre, mais il ne faut pas oublier que ces événements ont justifié deux guerres qui ont tué des centaines de milliers de civils innocents et de soldats, et le nombre n'a pas cessé d'augmenter jusqu'à aujourd'hui. En effet, le terme terroriste est un mot piège. Nous sommes tous suspects jusqu'à la preuve du contraire. Un terroriste peut être tout le monde et personne à la fois, mais bon, cette vidéo n'a pas pour but de dénoncer des faits du passé car nous savons tous que quelque chose ne tourne pas rond avec les États et leurs représentants. Le but de cette vidéo est de vous prévenir et vous demander de garder votre sang-froid et un certain recul si jamais de tels événements se reproduisent. La situation économique mondiale actuelle nous pousse à croire que nous serons peut-être bientôt témoins d'un nouveau 11 septembre. De plus, l'économie des États-Unis qui est sous perfusion depuis 2008 va être entraînée dans cette crise et comme en 2008, les autres pays suivront. Il y a également la situation critique en Syrie et en Iran. Permettez-nous d'avoir de sérieux doutes sur la version officielle des faits et de ne pas prendre au sérieux des pseudo-philosophes et de balles qui ont prouvé de nombreuses fois que leur niveau intellectuel se situe quelque part entre celui d'un requin et celui d'une hyène. Si l'OTAN décide d'intervenir, il y aura une crise diplomatique avec la Chine et la Russie qui sont fermement opposés à une intervention militaire. On peut d'ailleurs se poser la question, les Chinois et les Russes sont-ils du côté des méchants ou y a-t-il des intérêts géopolitiques secrets sur lesquels ils ne sont pas tombés d'accord? Les médias, comme toujours, jouent le rôle de créateurs d'opinion en montrant et en disant tout et n'importe quoi. Raison de plus pour éteindre vos télés. Ils ont donc le choix entre tricher ou abandonner, mais peu prennent le risque de dire que le jeu est truqué. Ceux qui l'ont fait ont perdu leur carrière définitivement et parfois même leur vie. Vous ne pensiez pas que c'est grave à ce point? Sachez qu'en ce moment, les mauvaises nouvelles ont pris le monopole. Quand l'info vient d'un spécialiste, ça passe toujours mieux. La crédibilité est un point très important. Plantez la graine du doute et laissez-la pousser d'elle-même. L'ego est notre ennemi. Expliquer à une personne des choses qu'il estime acquises, c'est bouleverser les fondations sur lesquelles il a construit sa vie. Il n'acceptera pas, il faut le comprendre et se mettre à sa place. En revanche, si vous plantez la graine du doute et vous le laissez découvrir par lui-même, il finira par joindre le mouvement et devenir un planteur de graines. Le cercle vertueux est déjà en action. Pour comprendre la révolution, il faut comprendre qu'on nous a menti pendant très longtemps. Unissons-nous pour attaquer le problème à la racine. Nous le devons à nos enfants, à nos familles, à nos amis, à nous-mêmes et à la planète. Et n'oubliez pas de toujours vérifier les sources. Si vous avez un doute, suivez toujours la piste de l'argent pour savoir qui est de quel côté. Le changement c'est maintenant et ce ne sont pas des politiciens corrompus qui vont l'apporter. Arrêtons d'attendre que les autres agissent car au final, nous sommes tous l'autre de quelqu'un. Nous avons décidé de nous lancer dans la politique. En effet, après avoir passé plus de 2 ans à étudier en profondeur les coulisses de ce monde assez particulier, nous pensons avoir compris suffisamment de choses pour tenter notre chance. Malheureusement, il nous manque un ingrédient essentiel, l'hypocrisie. Et pour contourner le problème, nous avons décidé de lancer un nouveau concept, le parti politique honnête. Pour être cohérent dans notre démarche, nous allons l'appeler violation organisée des lois démocratiques. Le voici. Défendre les intérêts des riches. Augmenter leur influence au monde politique. Neutraliser les droits de la majorité. Supprimer les aides sociales.
torturer psychologiquement l'opposition politique ou autre, obstruer l'accès à l'éducation des plus pauvres, nuire à la santé de tous pour le bénéfice de l'industrie pharmaceutique, collaborer au mieux avec ceux qui payent le plus, utiliser un max les médias pour occuper les gens pour qu'ils nous laissent faire ce qu'on veut, légaliser l'esclavage histoire d'officialiser tout ça. Plus sérieusement, quand est-ce que nous allons arrêter de croire les médias bêtement? Quand arrêterons-nous d'accorder notre confiance à des hommes politiques qui mentent constamment alors que nous ne faisons pas confiance à notre propre voisin? Comment se fait-il alors qu'une large majorité de la population ignore complètement des sujets comme la création monétaire, le financement des États ou encore la dette publique? Pourtant, l'augmentation démesurée de ces dernières justifie des plans d'austérité qui pourraient vous coûter votre travail. Peut-être que notre ignorance à ces sujets permet à nos politiciens traîtres de faire ce qu'ils veulent de nous. Ils nous parlent en utilisant des termes qui paraissent intelligents et trop techniques pour nous et nous abandonnons très vite. Je crois que j'étais assez clair. Si primo, les taux répertoriés sur la base des indices préconisés n'indiquent pas le processus moyen ou court terme des liquidations préparatoires des derniers taux réajustés. Et si surtout, deux yeux entre nous, les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNBA, la CE le 10,0891 après JC, je dis foncez, il n'y a aucun risque. La racine des problèmes de notre société, ou du moins des problèmes majeurs, c'est l'envie de l'homme d'avoir le plus d'argent possible. Soyons honnêtes, même nous, l'argent paie notre nourriture, nos divertissements, l'hôpital si besoin, le loyer ou l'achat d'une maison, nous garantit une sécurité à nous et à nos enfants, et nous travaillons donc en sacrifiant une grande partie de notre vie pour en gagner suffisamment. Ce matin, je suis allé à ma banque qu'on va nommer Banque A pour faire un crédit. J'avais un rendez-vous avec mon conseiller bancaire qui, au passage, ne connaît rien au système bancaire, ni au crédit, ni à la création monétaire car tout ce qu'il a comme bagage, c'est une formation de VRP ou de commercial. Après tout, il est là pour vendre les produits de l'entreprise pour laquelle il travaille. Demandez-lui des détails si vous allez faire un crédit, vous verrez. Je lui demande un crédit à la consommation de 10 000 € pour m'acheter une voiture. Il me demande un tas de papiers pour vérifier ma capacité de remboursement des mensualités, etc., etc., etc. On connaît la suite. Ce que peu de gens connaissent, c'est ce qui se produit dans les coulisses d'une banque. Les comptables de la banque rangent mon contrat dans le bilan du côté des actifs, qui veut dire du côté de l'argent entrant. En effet, en signant le contrat de reconnaissance de dette pour ce crédit, je viens de donner une valeur de 10 000 € à une feuille de papier, et ça, c'est la loi qui le dit. De l'autre côté, la banque ajoute les 10 000 € sur mon compte et les comptables notent cette somme dans les passifs de la banque, c'est-à-dire du côté de l'argent sortant. C'est juste un chiffre informatique et aucun transfert d'argent liquide n'est effectué. Et oui, la banque vient de simplement ajouter un chiffre sur un ordinateur grâce à ma reconnaissance de dette de cette même somme. On se pose la question qui prête réellement à qui. Les 10 000 € dans les actifs et les 10 000 € dans les passifs s'annulent, donc la banque n'a nullement besoin d'avoir cet argent pour me le prêter. Elle le crée simplement grâce à cette simple manipulation comptable des actifs et des passifs. C'est légal à 100%. La seule chose que demande l'État aux banques à travers la loi, c'est d'avoir un 10% de l'argent qu'elle crée en liquide, c'est-à-dire venant de la banque centrale. C'est le système des réserves fractionnaires que bien sûr les banques ne respectent pas vraiment. Aujourd'hui, seulement 5% de l'argent en circulation existe en forme liquide. Le reste, c'est la monnaie scripturale, c'est-à-dire des chiffres sur des ordinateurs. Poursuivons. J'achète ma voiture et je paye par chèque. Le vendeur le dépose le jour même. Les 10 000 € sont retirés de mon compte et ils sont rajoutés au compte du vendeur, client de la banque B. Pourtant, ma banque n'a rien transmis au compte de l'autre banque et ce n'est qu'une simple manipulation informatique. Pourquoi ? Le même jour, un autre client de la banque B a fait un crédit d'une somme de 9 000 € et a acheté un produit à un des clients de la banque A. Actuellement, les banques A et B se doivent l'une à l'autre et pour ne pas se compliquer la vie, ils annulent simplement ces dettes de leur compte et ils se remboursent seulement les différences. C'est comme ça que les banques travaillent entre elles. À la fin d'une période précise, ils regardent qui doit combien à qui et pour simplifier les choses, ils se remboursent seulement les différences. C'est plus simple, non ? C'est pour cette raison que si une banque tombe, les autres la suivent et c'est la catastrophe. C'est ce qu'on appelle l'inflation. L'argent créé par les banques s'évapore au fur et à mesure que les crédits sont remboursés. C'est pour cela qu'une banque doit constamment faire des crédits sans quoi il n'y aurait plus d'argent en circulation et c'est aussi pour cette raison que la dette publique ne peut et ne doit pas être remboursée. Sans dette, l'argent n'existe pas. C'est l'essence même de notre problème environnemental car cette société de consommation trouve ses origines dans le principe de l'argent de dette. Bien sûr, l'État fait souvent appel aux banques pour se financer aussi, car en France, l'État ne peut plus se financer à travers sa banque centrale à cause de la fameuse loi Pompidou-Rothschild ou loi de 73 que nous pouvons trouver aujourd'hui dans la Constitution européenne, dans l'article 104 du traité de Maastricht,
ou encore l'article 123 du traité de Lisbonne. Il est intéressant de constater que toutes ces lois ont été rédigées par M. Giscard d'Estaing. Concrètement, ce sont les banques qui gèrent l'économie d'un pays et non pas l'inverse. Et n'oubliez pas ces deux citations. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Napoléon Ier. Et donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je me moque de qui fait ces lois. Mayer Rothschild. Vous voyez où nous voulons en venir. Souvenez-vous de la guerre du Golfe et des guerres en Afghanistan et en Irak. Ce ne sont que les exemples les plus connus et les plus récents, mais il y en a plein d'autres. Nous avons un sérieux doute sur la version officielle de ces guerres dans le but de libérer un peuple. Les médias nous mentent car ils sont principalement financés par l'industrie de l'armement et de ses actionnaires. Selon certaines sources assez difficiles à vérifier, mais qui sont reprises par la presse officielle de plusieurs pays en Afrique du Nord, l'OTAN aurait envoyé une facture de 480 milliards de dollars aux responsables politiques libyens actuels pour cette intervention militaire payable en pétrole. Il faudrait à la Libye environ 50 ans d'exportation de pétrole gratuit pour régler cette dette. C'est une explication qui donne un sens au fait que Père Noël n'existe pas. Une des techniques consistait à envoyer un ou deux copains pour l'embêter et vous arriviez tel un héros pour la sauver des méchants qui en fait étaient vos copains. Cela ne marchait pas à tous les coups, mais beaucoup ont essayé. Intéressant. Et si ces techniques fonctionnaient aussi à une plus grande échelle? Mais si l'OTAN utilise la vieille tactique de drague en créant le problème pour arriver tel un super-héros et le résoudre, mettant ainsi la main sur les ressources naturelles des pays et gérant en plus des contrats de reconstruction pour une destruction apportée par leurs bombes, c'est bien plus grave. Faire la guerre pour apporter la paix n'a absolument aucun sens. Penser que nous allons libérer certains pays et pas d'autres pour mettre la main sur leurs ressources naturelles est une chose. On laisse une seule de ces fourmis se rebeller, et un jour, elle se rebelle en masse. Ces fourmis de rien du tout sont 200 fois plus nombreuses que nous. Laissez-les prendre conscience de cela, et notre paradis devient l'enfer. Peu importe la nourriture, nous devons les forcer à rentrer dans le rang. Et c'est pour ça qu'on y retourne. Y en a-t-il parmi vous qui veulent rester ? Pour eux, nous sommes un troupeau de moutons incapables de réfléchir et de s'organiser. Ils représentent une infime minorité, mais ils contrôlent une grande majorité. Sous les ordres des grandes corporations, nos gouvernements, avec l'aide des médias, chercheront à nous affaiblir, à nous diviser, à dévier notre attention. Il est vraiment temps d'éteindre la télé et de se préparer. Malheureusement, nous avons passé le point de non-retour depuis un bon moment. Nous voyons le mur se rapprocher de plus en plus vite et les freins ont lâché en 2008. Chez les ultra-riches et les politiciens, ils se battent sur qui va se ranger du côté de l'airbag, mais cette place leur est réservée et nous n'avons pas notre mot à dire à cause de cette résignation qui règne en France. Comment voulez-vous améliorer une situation financière critique en supprimant des emplois ou en augmentant les impôts et les taxes? Plus les frigos se vident, plus les gens se rebellent car ils prennent enfin conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres. Encore une fois, gauche, droite, centre ou les extrêmes ne peuvent rien changer. Nous achetons leurs produits OGM qui justifient leur existence. Nous achetons des télés, des portables ou des chaussures produites en Asie par des enfants de 6 ans, mal payés, donc très rentables. Et c'est cette rentabilité qui pousse nos grandes entreprises à délocaliser à l'étranger et ainsi augmenter le chômage ici. C'est nous qui élisons les politiciens qui nous font les plus belles promesses alors que nous savons qu'ils ne les tiendront jamais. Si un boulanger décide d'ouvrir une boulangerie en plein désert où il est le seul habitant, il ne vendra pas de pain car il n'y a pas de demande. Si en revanche ce même boulanger ouvre une boulangerie dans une ville où il n'y en a pas, il y a toutes ces chances car la demande y est importante. Imaginons le même boulanger qui, pour augmenter ses bénéfices, a viré tout son personnel et que sa seule matière première sont des baguettes congelées venant d'un autre pays, mais qui les vendent au prix des baguettes fraîches faites maison. Tant qu'il est le seul boulanger, les clients n'auront pas d'autre choix que d'acheter ces baguettes, même s'ils connaissent les origines de ces dernières. Si un boulanger concurrent ouvre mais il fait la même chose, les clients n'auront pas d'autre choix que d'acheter les baguettes les moins pires. Imaginons maintenant qu'une petite boulangerie s'installe dans le quartier et vend de vraies baguettes fraîches, faites maison et d'excellente qualité, mais un peu plus chères car il fait également travailler des gens du quartier et un agriculteur local pour le blé. Là, c'est au tour des clients de jouer leur rôle. Ils ont désormais deux choix. Baguettes pas chères mais pas bonnes ou baguettes plus chères mais bien meilleures. S'ils continuent à acheter les baguettes pas chères, rien ne change et le vrai boulanger ne pourra pas tenir bien longtemps. Mais s'ils décident qu'ils n'ont plus envie de manger de ce pain-là, ils se tournent vers la vraie boulangerie et tout change en peu de temps et sans grande confusion. La demande de pain fait maison augmente, ce qui donne les moyens aux boulangers honnêtes d'ouvrir une deuxième boulangerie et d'embaucher d'autres personnes du quartier. La demande du pain congelé diminue et les faux boulangers sont confrontés à un choix. Soit ils ferment car il n'y a plus de demande pour leurs baguettes congelées, soit ils se mettent eux aussi à produire de vraies baguettes avec du personnel local. Certains vont fermer et d'autres s'adapteront et créeront une concurrence qui diminuera les prix des baguettes faites maison car l'offre augmentera. C'est le rapport entre la demande et l'offre qui fixe les prix. Plus un produit est rare, plus il est cher et inversement. En décidant simplement de consommer différemment, nous pouvons changer beaucoup de choses. Nous et nous seuls avons le pouvoir de remettre les choses à leur place, d'où la fameuse phrase de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ».
La création de cette entreprise est justifiée par la demande, question de simple logique. Il y a des morceaux de puzzle un peu partout, et plus on est nombreux, plus on a des chances de reconstruire tous ensemble une image globale qui nous donnerait énormément de réponses sur un tas de sujets qui nous concernent directement ou indirectement. Voilà, c'est parti. Jani Limatainen. Démonstration. Ah, il est bon, hein. Alors pourquoi j'ai choisi ce morceau qui s'appelle Démonstration? Bon, parce que je l'ai trouvé sur YouTube et parce qu'aujourd'hui, ce soir, je vais vous faire une démonstration. Nous allons démontrer ensemble que toute la monnaie que nous utilisons, elle vient des banques. Pas seulement la monnaie bancaire, toute la monnaie. Tout ce qu'on utilise, c'est-à-dire que la banque qui produit la monnaie possède 100% du pouvoir de l'émission monétaire. Bon, alors comment c'est possible d'imaginer ça? C'est très simple. La démonstration, elle est très simple. Il suffit de repartir à zéro. Voilà, vous imaginez tout simplement que il n'y a plus de pièces, il n'y a plus de billets, il n'y a plus d'argent sur les comptes en banque, tout est vide. On démarre à zéro. Les comptes bancaires de tout le monde sont tous à zéro. Et il n'y a pas d'espèces, il n'y a pas de billets, il n'y a pas de pièces qui circulent. Bon. Comment on fait pour avoir des billets de banque? Les billets de banque, ils sont produits par la Banque centrale. Et la Banque centrale, elle vend des billets de banque aux banques commerciales en échange de titres. En échange d'actions, de titres de dette, en échange d'obligations d'État. Bon, attention, suivez bien le raisonnement, parce que vous allez voir, faut me suivre. Hein. Alors, les pièces et les billets, elles sont fabriquées par la Banque centrale, et elles sont vendues aux banques commerciales. Et les banques commerciales, qu'est-ce qu'elles font de leurs billets? Elles les mettent dans des distributeurs. Bon, et nous, qui sommes les agents non bancaires, c'est-à-dire, nous ne sommes pas des banques. C'est ça qui nous définit. Nous, c'est les particuliers, les entreprises, les collectivités locales, les administrations et les États. Voilà, c'est tout le reste du monde. Donc, comment faisons-nous, nous, pour avoir des pièces et des billets aux distributeurs? Il faut d'abord avoir de l'argent sur notre compte bancaire. Et là, si on est à zéro, s'il n'y a pas d'argent sur les comptes, comment on fait pour avoir de l'argent sur nos comptes? Il faut que quelqu'un fasse la première banque, et il faut que quelqu'un vienne ouvrir le premier compte en banque, qui sera initialisé évidemment à zéro. Alors comment est-il possible que le premier client qui vient dans la première banque et qui se fait ouvrir son compte à zéro, comment peut-il faire pour avoir de la monnaie sur son compte en banque? Il ne peut pas avoir des billets, puisque pour avoir des billets au distributeur, il faut déjà avoir de l'argent sur son compte en banque. Alors, le seul moyen, c'est d'aller voir la banque commerciale et de lui dire, voilà, il y a deux solutions. Soit j'ai quelque chose à vous vendre, est-ce que ça vous intéresse de l'acheter? Et la banque commerciale, elle a quelque chose dont elle a besoin. Elle a besoin des titres, elle a besoin d'actions, elle a besoin d'obligations d'État, parce que c'est avec ça qu'elle va acheter des billets de banque à la Banque centrale. Bon, donc, elle va vous dire, ah, vous avez une grosse entreprise, très bien, je vous achète des actions de votre entreprise. Ah, c'est parfait ça, mais alors comment je vous les paye? Dit le banquier. Vous lui dites, vous avez qu'à m'augmenter de mettre des chiffres, me mettre des chiffres sur mon compte en banque. Et voilà, le premier compte est approvisionné. Si c'est l'État, c'est un petit peu différent, mais le principe est exactement le même. Quand une banque achète des obligations d'État, il y a de la monnaie qui finit par se retrouver dans les comptes bancaires des agents non bancaires. Bon, donc ça veut dire que la première solution, c'est soit vous vendez vos actions à une banque et elle vous gonfle votre compte bancaire en échange, soit vous travaillez pour la banque. Vous, je sais pas, vous faites le ménage, tiens, dans les bureaux du directeur. Et le banquier vous dit, bon, très bien, vous avez très bien travaillé, je vais vous mettre, vous avez travaillé là pendant 3 semaines, 1 mois, je vous mets 1 000 € sur votre compte bancaire pour vous payer. D'où ils sortent ces 1 000 €? De nulle part. C'est de la création ex nihilo. Les banques, je vous le rappelle, payent toutes leurs dépenses par création monétaire. Donc, ça c'est le premier moyen.
pour que les agents non bancaires aient de la monnaie sur leur compte. Le deuxième moyen, c'est tout simplement que l'agent non bancaire, le client, dise écoutez, je m'engage à vous payer pendant 10 ans, mais donnez-moi de l'argent tout de suite. Et là, le banquier dit génial, combien il vous faut? 10 000 €, je vous tape 10 000 € de plus sur votre compte bancaire et vous me rendrez sur 10-20 ans 20 000 € avec les agios et les intérêts. Vous vous débrouillerez pour trouver ce qui manque. Il faudra que je le crée pour quelqu'un d'autre. Et vous irez travailler pour cette personne-là, pour me rembourser moi. Et ainsi de suite. Je lance, en tant que banquier, la pyramide, la boule de neige. Bon. Donc, pour en revenir au raisonnement, comment faisons-nous, nous, pour avoir de la monnaie bancaire? Eh bien, nous sommes obligés soit de travailler pour le secteur bancaire, soit de vendre des titres au secteur bancaire, soit de faire des emprunts au secteur bancaire. Et là, il y a de la monnaie sur les comptes. Et comment faisons-nous pour avoir de la monnaie, des pièces ou des billets, pour avoir des espèces? Eh bien, une fois que la banque secondaire, la banque commerciale, a acquis des titres, a aspiré de la valeur dans les agents non bancaires, à ce moment-là, elle peut aller acheter des billets de banque à la Banque centrale en lui donnant notre richesse. La Banque centrale donne des billets aux banques secondaires, aux banques commerciales, qui les mettent dans les distributeurs, et à ce moment-là, nous, les agents non bancaires, nous pouvons aller acheter des billets de banque avec la monnaie bancaire que nous avons gagnée par notre travail pour le secteur bancaire ou en vendant des titres au secteur bancaire. Voilà comment ça marche. Donc, comme 100% de la monnaie, pièces et billets est fabriquée par la Banque centrale et que 100% de ces billets est vendu aux agents non bancaires contre de la monnaie bancaire, évidemment, toute la monnaie que nous utilisons vient de la monnaie bancaire, vient de la monnaie que nous avons soit empruntée, soit obtenue contre notre travail. Toute la monnaie, 100% de la monnaie. Bon, excusez-moi, je me suis un peu emmêlé, mais j'espère que vous avez compris. Parce que ça veut dire que, contrairement à ce que j'ai dit moi-même pendant longtemps, c'est pas 90-95% de monnaie bancaire et 10-15% de monnaie fiduciaire. Monnaie scripturale, 90%, monnaie fiduciaire, 10-15%. Non! Oui, effectivement, les proportions sont exactes. Mais comme pour avoir de la monnaie fiduciaire, des pièces et des billets, il faut d'abord avoir de la monnaie scripturale, de la monnaie bancaire, ça veut dire qu'il faut d'abord que nous ayons 100% de nos moyens d'échange, de nos unités de compte, qui soient obtenus auprès du secteur bancaire, soit par notre travail, soit en leur vendant des titres, soit en leur vendant quelque chose, n'importe quoi, on obtient des chiffres à la place, soit en faisant des emprunts. Et donc forcément, la partie de la société qui dispose de ce privilège de créer 100% des unités de compte qui vont être distribuées, qui vont circuler dans tout le reste du monde, État y compris, évidemment, ce secteur-là possède un pouvoir, possède 100% du pouvoir. 100% du pouvoir. Et nous allons voir dans la deuxième vidéo de ce mini-show en 2 parties, nous allons voir quelles sont les conséquences de ça. À tout de suite. Voilà, c'est reparti pour la deuxième partie de ce mini-show en 2 parties, avec les conséquences de ce système de création monétaire à 100% par le secteur bancaire. Alors, la première conséquence de ça, vous avez remarqué que s'il y a 0 centime, 0 pièce, 0 billet et 0 sur tous les comptes en banque de tout le monde, il faut obligatoirement, pour que le système puisse démarrer, qu'une banque, quelque part, achète quelque chose au secteur non bancaire. Forcément, pour qu'il y ait des unités de compte sur le premier compte en banque, il faut que une banque, quelque part, aspire de la réalité, aspire de la richesse réelle et donne en échange
des chiffres. Des chiffres, je vous le rappelle, qui sont émis sans travail, sans production et à coût nul. Alors la première conséquence de ça, c'est que tous les chiffres qui sont émis font que la valeur de chaque unité monétaire diminue sans arrêt. À chaque fois qu'il y a une émission d'unités supplémentaires, évidemment, la valeur unitaire de chaque unité diminue en proportion. Donc évidemment, dans un système comme ça, vous ne pouvez pas mettre de l'argent de côté. Vous ne pouvez que perdre, que les chiffres, la monnaie que vous avez accumulée perdent sa valeur tous les jours au rythme de chaque augmentation de la masse monétaire qui circule dans l'économie. Et donc, obligatoirement, vous ne pouvez pas contrôler l'évolution de la masse monétaire au jour le jour, et donc vous ne pouvez pas savoir combien vous perdez chaque jour, et donc vous ne pouvez pas augmenter en proportion vos prix. C'est-à-dire que le premier prix le plus important, c'est le prix de votre travail, le prix de votre salaire. Et donc si vous vous apercevez que, tiens, c'est bizarre, votre salaire n'augmente pas, et pourtant les prix augmentent, et ben c'est pour ça, c'est parce qu'il y a des gens quelque part qui augmentent la quantité de monnaie, et vous n'êtes pas au courant. Donc vous ne savez pas que votre salaire perd de la valeur, que vous perdez du pouvoir d'achat tous les jours à cause de la création monétaire. Donc ça, c'est une conséquence absolument mathématique. Il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de raison sociale à ça. C'est une conséquence purement mathématique. Quand on rajoute de l'eau dans du vin, il y a toujours autant de vin, mais le vin perd de sa valeur à chaque fois. Voilà, c'est de la dilution. Alors, la deuxième conséquence, qui est aussi une conséquence mathématique, c'est que le créateur, il a un pouvoir d'achat infini. Le créateur de monnaie, il peut acheter tout ce qui passe. Et il a un pouvoir de spéculation infini. Parce que si c'est vous qui créez la monnaie et que vous voulez, je sais pas moi, acheter un immeuble à Paris, il suffit de mettre un petit peu plus cher que le dernier enchérisseur et vous avez l'immeuble. Par contre, si vous avez un acheteur pour votre immeuble, je sais pas, vous achetez un immeuble qui vaut 1 million et vous avez un acheteur à 1 150 000, et ben il vous suffit tout simplement de spéculer, c'est-à-dire de créer 1 million pour acheter l'immeuble, de le revendre 1 150 000 et de garder la différence. C'est exactement ça la définition de la spéculation. C'est que vous avez la possibilité de miser plus que tout le monde à l'infini. C'est uniquement à cause de ça, grâce à ça, que le high frequency trading peut fonctionner. Parce que le high frequency trading, qui travaille sur des quantités colossales et des marges minuscules, n'est possible que quand on a la maîtrise totale de la création monétaire en flux dynamique. Et donc, c'est une spéculation en dynamique qui, je vous le signale, n'est pas enregistrée dans les statistiques de la création monétaire. Parce que c'est de la création monétaire qui est créée et annulée tout de suite après la spéculation, et donc on ne le voit pas dans les statistiques. C'est impossible à voir. Et ça, c'est un moyen de prédation, mais extraordinaire. Alors évidemment, il y a toutes les autres conséquences, je dirais, donc on pourrait dire les conséquences secondaires de cette émission de monnaie à coût nul, sans production et sans travail. La première conséquence, c'est que tout le reste de la société se dit « Mais à quoi bon travailler ? Je vois des gens qui ne travaillent pas et qui s'enrichissent. Donc forcément, les comportements se modifient. Vous pensez bien que le surdoué qui a une super idée, qui comprend tout de suite qu'il va se faire avoir en faisant son entreprise, que dès qu'il va gagner de l'argent, son argent va perdre de la valeur et que son entreprise va être rachetée par des gens qui ont la capacité de crédit absolue et qui peuvent lui racheter à n'importe quel prix son entreprise, évidemment qu'il va préférer rester dans son coin et faire de... Bon, vous me direz, c'est peut-être pas plus mal d'aller cultiver son jardin, mais c'est une perte colossale de recherche, d'innovation et de créativité. C'est absolument épouvantable, en particulier pour les générations les plus jeunes. Alors, évidemment, quand on vit dans une société où on voit des gens qui ne travaillent pas et qui continuent à s'enrichir, comment voulez-vous qu'on ait des repères? Comment voulez-vous qu'on ait des valeurs? Comment voulez-vous que nos jeunes gens ne soient pas révoltés? Comment voulez-vous que dans les secteurs de l'économie et de la géographie où ça souffre le plus, où les jeunes voient
l'inégalité augmentée et que rien n'est fait, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas des sentiments de révolte et de colère? C'est impossible, c'est tout à fait normal, c'est pas du tout étonnant. Alors évidemment, quand cette création de monnaie là continue, comment voulez-vous que fassent les entrepreneurs normaux qui comptent sur leur capacité de travail et leur capacité d'inventivité pour gagner de l'argent? C'est même pas la peine de s'attaquer à des monstres pareils. Ça crée une distorsion permanente et énorme de compétition, de concurrence. Ça ne peut pas marcher. Bon, évidemment, plus les créateurs de monnaie s'enrichissent, plus ils touchent les intérêts sur la monnaie qu'ils ont émise par la dette, plus le reste de la population, les États, je vous le rappelle, les collectivités locales, les administrations, les particuliers, les ménages, tout le reste de la population s'appauvrit. Les États s'appauvrissent. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui payent les intérêts. C'est eux qui font payer les intérêts aux contribuables, c'est-à-dire à toute la population, et les intérêts remontent au secteur bancaire. Donc comment voulez-vous que ça fasse une société où on puisse parler de liberté, d'égalité et de fraternité ? C'est absolument impossible. Les inégalités ne font qu'augmenter, que croître. C'est mathématique, c'est mécanique, c'est fait pour ça. Alors évidemment, quand on parle de système, c'est impossible de rembourser des intérêts exponentiels sur une dette qui n'est jamais remboursée. Et là, on arrive face au dilemme de nos amis grecs, qui sont en train, certes, de se battre contre des créanciers. Mais les créanciers, ce sont des gens qui ont fait des économies et qui se sont protégés de ce système-là en disant « Ah, moi, je voudrais bien avoir un petit 2-3% parce que quand j'aurai 70 ans, j'ai pas envie d'être obligé de continuer à bosser pour gagner de l'argent. » Donc, les créanciers, ce sont des épargnants, des retraités, peut-être, qui veulent leur argent. Mais au départ, cet argent-là, il a été émis sans production, sans travail et à coût nul. Et il a permis d'acquérir des richesses, de spéculer, d'avoir du pouvoir d'achat. Donc comment voulez-vous qu'on résolve le problème du rapport entre les débiteurs qui ont été obligés d'emprunter et les créanciers qui ont été obligés de faire des économies pour se protéger de ce système-là? Comment voulez-vous qu'on résolve ce problème-là si on ne comprend pas en amont qu'il y a un problème de création monétaire qui est totalement... Écoutez, je ne sais pas, mais vous créez de la monnaie sans travail, sans production et à coût nul et vous achetez des choses. Moi, je suis désolé, mais c'est vraiment de la dette illégitime. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Il y a pas 36 solutions. Alors, évidemment, au niveau du pouvoir et de la démocratie, quand vous pouvez tout acheter, c'est vous qui avez le pouvoir. Donc, quiconque possède 100% de la création monétaire possède 100% du pouvoir de créer le futur, de financer qui il veut, quand il veut, pour faire ce qu'il veut. C'est le souverain. 100% de la monnaie, c'est 100% du pouvoir. C'est ce problème-là que nous devons absolument comprendre et absolument résoudre en amont de quoi que ce soit. Tant que nous n'aurons pas compris et résolu ce problème-là, rien ne sera possible.